Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. Le pic de la demande en énergie fossile sera atteint d'ici 2030, conclusion de l'Agence internationale de l'énergie. Dans son dernier rapport publié ce mardi, l'AIE attribue cette baisse à l'essor des voitures électriques et à la transition chinoise vers une économie plus verte. Une avancée jugée insuffisante pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. À quand la sortie des énergies fossiles? La réponse de nos invités. Et alors que les grandes compagnies doivent se verdir face à l'urgence climatique, l'américain Chevron a annoncé ce lundi le rachat du pétrolier Hess, une fusion à 53 milliards de dollars qui intervient 2 semaines après le rachat de Pioneer par ExxonMobil. Les majors américaines snobent-elles la transition vers le renouvelable et ailleurs? Où en est-on dans le monde? On en parle dans un instant. Pour financer la transition écologique et réduire les inégalités, faut-il mieux taxer les milliardaires? C'est l'une des propositions de l'Observatoire européen de la fiscalité. Comme pour les multinationales, son rapport publié ce lundi préconise de mettre en œuvre un impôt minimum sur les grandes fortunes. Face à la concurrence fiscale entre États, comment garantir que les particuliers et entreprises payent leur juste part? Le conseiller politique de l'Observatoire sera notre invité de la semaine. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Inès Boissida, chercheuse climat et énergie à l'Institut de développement durable et des relations internationales. Jean-Louis Chilansky, ancien président de l'Union française d'industrie pétrolière. Raphaël Bourouman, professeur d'économie à Paris School of Business et spécialiste énergie-climat. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. À un mois de la COP28 qui se tiendra aux Émirats arabes unis, l'un des principaux pays producteurs de la planète, le pic pétrolier serait donc en vue à horizon 2030. Selon l'AIE, ce pic ne serait pas dû à une pénurie de l'offre, mais à une demande qui plafonne. Écoutez le responsable de cette division approvisionnement en énergie au micro d'Audrey Racine. L'élan que nous voyons aujourd'hui dans les technologies énergétiques propres, comme les panneaux solaires, les voitures électriques et les pompes à chaleur, cela va entraîner un pic de la demande en pétrole, gaz et charbon à la fin de cette décennie, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas assez si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Inès Boissida, la part croissante des voitures électriques, le ralentissement et les mutations de l'économie chinoise ou la crise énergétique en France qui pousserait à plus de sobriété, voire à accélérer la transition. Ce pic, vous y croyez? Je pense que la question, ce n'est pas tellement d'y croire ou de ne pas y croire. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour réaliser nos objectifs climatiques à 2030 et à 2050. Et c'est nécessaire, mais pas suffisant, pour garder une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 degré dans le monde à 2050. Qui est l'objectif effectivement fixé par l'accord de Paris. Jean-Louis Chilansky, ces conclusions contrastent avec l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui prévoit, eux, une augmentation de la demande bien après 2030 et appelle à de nouveaux investissements dans le secteur pétrolier. Qui dit vrai? On ne sait pas qui dit vrai, mais on est en pleine contradiction. La demande de pétrole en 2023 sera une demande record. 103 millions de barils de jour. Plus que l'année dernière et plus que ça n'a jamais été. Ça ne veut pas dire que ça va commencer à baisser après 2030. On n'en sait rien vraiment. On verra vraiment l'année prochaine parce qu'en 2024, l'AIE prévoit un tassement de la demande dès 2024. C'est-à-dire une légère augmentation, mais relativement minime. Alors que l'OPEP continue de prévoir une augmentation très substantielle de la demande de pétrole en 2024. Et donc, on verra vraiment l'année prochaine si la demande commence à s'affaisser, en quelque sorte, en augmentation toujours, mais en moindre augmentation, ou bien si on continue sur une tendance haussière. Ces deux scénarios différents, contradictoires, est-ce que parce que précisément ils défendent des intérêts contradictoires, l'OPEP et l'Agence internationale de l'énergie? Oui, alors l'Agence internationale de l'énergie, c'est une organisation internationale qui est liée à l'OCDE. Donc l'organisation de coopération oui, pour le développement et l'économie. Et l'économie. C'est ça. Et donc elle fournit des analyses, de l'expertise aux États pour aussi alimenter les discussions internationales. Donc elle n'a pas spécialement intérêt économique, on va dire, à baisser la demande en pétrole ou à l'augmenter. Ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, c'est aussi que leur analyse, elle est basée sur l'investissement qui est dans les tuyaux.
Et en fait, ils nous disent qu'il y a 5 ans, pour $1 dépensé pour les fossiles, on avait $1 dépensé pour les technologies propres. Aujourd'hui, ce rapport, il est passé en faveur des énergies propres. Pour chaque $, dans les fossiles, on a $1,7 dans les énergies propres. Et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a eu 40% d'augmentation des investissements dans les énergies propres. Et donc, ce que nous dit l'AIE, c'est un message d'espoir. C'est-à-dire que les dépenses dans les fossiles sont toujours hautes, les émissions continuent d'augmenter, mais on commence à entrevoir une vraie transformation. On va regarder peut-être d'ailleurs ces progressions de l'Agence internationale de l'énergie. De fait, si on les regarde, ces projections, on voit que l'humanité continue de consommer toujours plus de pétrole. La demande pétrolière excède les 100 millions de barils par jour. La parenthèse du Covid, elle aura été de courte durée. La sortie du pétrole, on en est encore loin, Raphaël Bouroumand. Alors, l'idée, c'est de se dire que la planète a déjà consommé près de 85% de son budget carbone, c'est-à-dire le budget total d'émissions de CO2. Il ne faudrait pas dépasser, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On l'a déjà atteint à 85%. Donc si on continue sur un système énergétique qui est à 80% basé sur les hydrocarbures et un système électrique qui est basé aux 2/3 sur les hydrocarbures, on ne va pas y arriver. La transition, ce n'est pas uniquement émettre massivement et investir dans les énergies, dans les technologies décarbonées. C'est aussi arrêter de lancer des nouveaux projets pétroliers et d'exploiter des nouveaux projets qui, quand on les lance, durent sur plusieurs années, vu le niveau des investissements. Le problème, c'est que l'accord de Paris ne prévoit pas de date de sortie, justement, des hydrocarbures. Alors, l'accord de Paris, c'est quelque chose d'assez complexe. On a cet objectif à 2050 de limiter le réchauffement à 2 degrés, voire en dessous. Et depuis, on parle de 1,5 degré. Et en fait, dans le cadre de l'accord de Paris, on a des pays qui publient des trajectoires, des contributions nationales à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, aujourd'hui, la plupart des émissions dans le monde sont couvertes par des plans de neutralité climat, c'est-à-dire que quand on regarde les pays qui ont pour objectif d'atteindre la neutralité climat, donc la neutralité en émissions à horizon 2050, on a déjà la plupart des émissions qui sont couvertes par ce type de trajectoire. C'est une bonne nouvelle. Et ce que nous dit l'AIE dans son dernier rapport, c'est que pour 2030, pour garder la trajectoire à 2050 en vue, il faut qu'on fasse 3 choses. Tripler la capacité en énergie renouvelable à 2030, doubler l'efficacité énergétique et 3e chose, diminuer les émissions de méthane, donc des fuites sur l'exploitation de pétrole et de gaz. Il y a encore du travail. 75%. Voilà. Et peut-être une autre bonne nouvelle, c'est que 130 multinationales ont demandé aux décideurs politiques qui se réuniront à la COP28 de fixer un calendrier de sortie des énergies fossiles. Alors il y a Bayer, Volvo, Decathlon, Ikea ou encore Nestlé. Jean-Louis Chilinski, comment interpréter cet appel ? Non, mais je comprends très bien, c'est des appels politiques. C'est-à-dire tout ce Alors, elles disent aussi, nos entreprises ressentent les effets et le coût de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique. Non, mais c'est quoi, elles ont aussi besoin d'une date d'interdiction, ne serait-ce que pour s'obliger à changer ? Mais obliger, vous pouvez obliger tout ce que vous voulez. La demande, c'est le problème principal. Si les gens continuent d'utiliser leur voiture, prendre l'avion, les transports massifs, la marine, etc., vous avez une demande. Et donc, la question, c'est de savoir comment on concilie cette demande croissante avec ces objectifs de réduction d'émissions. Et ça, ce n'est pas un problème simple. Prenez le cas de la France. Il y a 1 mois, le gouvernement français a demandé aux opérateurs de vendre l'essence à perte. Est-ce que justement, ça n'envoie pas un mauvais signal ? Tout à fait. Et c'est complètement contradictoire avec le plan climat qui avait été émis quelques semaines auparavant. Donc, les États, en particulier les États occidentaux, sont devant des contradictions à la fois économiques et environnementales. Et ils ont beaucoup de mal à s'en sortir. C'est pour ça que l'OPEP, qui prend une certaine réalité, c'est un organisme politique, comme l'AIE est un organisme politique, dit que le pic de pétrole, ce n'est pas 2030, c'est 2045. Alors on voit que les pays émergents aussi tirent la demande. On l'a vu sur les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. On pense à la Chine, à l'Inde, qui sont déjà engagés dans la transition énergétique. Vous diriez que cette transition, elle ne va pas assez vite ? Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement elle ne va pas assez vite, mais en plus,
alors vous souleviez le cas de la France, mais si on réduit la dépendance de la France aux hydrocarbures, en particulier au pétrole, ça a des bénéfices environnementaux, géopolitiques et en termes de pouvoir d'achat. Et on n'est pas obligé de se demander tous les 6 mois si le carburant doit être vendu à perte, à prix coûtant, ou s'il faut baisser les taxes. Donc l'idée, c'est pas uniquement de fixer un calendrier, c'est de réfléchir sur le fait que il y a des bénéfices qui sont dans tous les domaines et que chaque dixième de degré compte et qu'on est déjà à plus 1,1 degré et que si on continue dans cette trajectoire, on aura un réchauffement climatique qui sera plus autour de 2,5, ce qui sera catastrophique en termes d'écosystème. Ce que disait Jean-Louis Chilinski, c'est que les gouvernements ont affaire à une grogne sociale face à une inflation liée à justement la crise énergétique, à des conséquences de crise. Cette crise, elle est liée à quoi? Elle est liée à la dépendance au pétrole. Et pourquoi les pays pétroliers préparent l'après-pétrole? C'est qu'ils savent bien qu'il y a un moment, il faudra tourner la page et le plus vite sera le mieux. La question, c'est pas si, c'est quand. Je pense que sur la question des aides financières aux consommateurs, il faut distinguer une question de long terme et de court terme. C'est-à-dire que si on a des trajectoires sérieuses pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles, vous parliez du pétrole, on peut aussi, c'est quelque chose de différent qu'à court terme, donner des compensations financières aux ménages qui en ont besoin. Pour pouvoir passer l'hiver, passer l'année et réussir à ne pas être en grande difficulté mesures d'urgence et mesures de planification de long terme. C'est-à-dire que subventionner la consommation de carburants fossiles à long terme, évidemment, c'est une mauvaise idée. Par contre, c'est pas antithétique complètement avec une transition. Ça ne nous empêche pas de faire la transition. Par contre, ça demande d'autres mesures. Par exemple, faut-il taxer la pollution, instaurer une taxe carbone dont on parle beaucoup? La pollution est déjà taxée dans l'industrie en Europe. Vous avez des certificats qui vous permettent d'acheter des bons de CO2. Au niveau des consommateurs, faut-il justement donner un prix? En fait, on a une taxe carbone aujourd'hui en France et en Europe. On a une taxe carbone et évidemment, les effets se ressentent également sur les consommateurs. Mais on a d'autres politiques du point de vue de la demande qui ne sont pas seulement... Enfin, vous parliez de la demande, on peut aussi avoir des politiques de réduction de la demande. Et pour les carburants, ça va être de développer les transports publics, ça va être de développer les voitures électriques, ça va être de aussi construire des villes, mais c'est à plus long terme, construire des villes et des zones résidentielles qui sont adaptées à des transports plus doux quand on parle de la marche, du vélo, pour ne pas avoir à prendre son véhicule. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui peuvent être prises pour diminuer la demande. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on est face à un risque climatique. Mais ce risque climatique, il est aussi un risque financier pour les pétrogaziers, pour les entreprises et les banques en particulier. Puisque si vous êtes dans des actifs très carbonés, vous avez un risque de dépréciation de ces actifs, vous avez les marchés financiers qui peuvent vous sanctionner. ExxonMobil est bien sorti du Dow Jones à New York après 90 années de présence. Donc ça aura, si les pétrogaziers ne le font pas pour la planète, qu'ils le fassent au moins pour leur propre intérêt financier à eux, en comprenant que la demande, elle est dirigée par les usages électriques et que la stratégie doit être guidée par la demande. En tout cas, ils ne le font pas tous au même rythme, parce que pendant ce temps, on a vu des grandes manœuvres qui se poursuivent du côté des majors américaines. Depuis le début de l'année, les fusions-acquisitions ont atteint 254 milliards de dollars, le montant le plus élevé depuis 9 ans. Dernière en date, celle de Hess par Chevron, montant de l'opération 53 milliards de dollars. Chevron devient ainsi le leader dans le schiste américain et met la main sur d'importantes réserves en Guyane, dans le golfe du Mexique et en Thaïlande. En 2021, l'Agence internationale de l'énergie appelait à stopper de nouveaux investissements dans les énergies fossiles pour atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050. Raphaël Bourman, Jean-Louis Chilinski, cet appel, ça n'a pas l'air de préoccuper Chevron. Vous savez, ce sont des gens pragmatiques. Ils regardent la demande, d'une part, et ils sont dans une course à la compétitivité. Et donc, ils recherchent une taille plus importante. C'est les raisons pour lesquelles ExxonMobil non pas racheté, mais a fait une offre d'échange avec Pioneer, et Chevron, là, dans ces derniers jours, avec Hess. Oui, mais contrairement peut-être aux pétroliers européens, ils n'ont pas l'air, enfin en tout cas, de s'engager dans un virage de transition écologique. Ils font certainement de la recherche, et ils comprennent très bien le sujet, mais ils ne s'engageront vous n'avez pas l'air d'accord. Oui, mais moi j'étais chez Exxon, ils comprennent très bien le sujet. Le problème, c'est de trouver une énergie qui soit à la mesure de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, et qui soit compétitive. Pour l'instant, on n'a pas. Et donc, ils continuent
de répondre à la demande. Et le moment venu, je pense qu'ils se tourneront. Ils ne snobent pas la transition, selon vous. Là-dessus, ils font des choses, mais c'est pas à la mesure de leur business. C'est pas à la mesure de la taille qu'ils ont. ExxonMobil fait 5 millions de barils jour, et donc ils sont dans ce. Donc on ne coupe pas 5 millions de barils jour du jour au lendemain, c'est ça? Vous voulez dire ? Exactement. Mais en fait, quand il s'agit de la transition, je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'il faut attendre que des technologies soient prêtes. Il faut attendre une autre énergie. En fait, quand on parle de la transition, il s'agit de sortir des fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon, et de développer un ensemble de technologies différentes. Et ce que nous dit l'AIE dans son dernier rapport, c'est que 80% de ce qu'il nous faut en termes de technologie, en termes de politique, sont là. Donc il ne s'agit pas d'attendre. C'est pas là. Elle ne se préoccupe pas de l'urgence climatique. Je ne pense pas que ce soit là. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, sont des énergies intermittentes. Elles ne peuvent pas couvrir tous les besoins en électricité. La technologie ou le futur du mix énergétique, c'est quelque chose, peut-être l'hydrogène qui peut être stocké et qui peut fournir une grande quantité d'énergie. Donc on est dans l'interrogation. Je ne nie pas la nécessité de le faire, bien sûr, mais pour un opérateur, on ne se lance que lorsque la technologie et les économies sont présentes. Oui, mais on a des événements climatiques qui sont de plus en plus longs, fréquents et intenses. Et donc, si les pétrogaziers qui ont les moyens d'investir préfèrent investir dans le secteur pétrolier au lieu d'investir dans les technologies décarbonées qui permettront d'avoir de la croissance économique non polluante, notamment dans les pays dits du Global Sud, je veux dire, ce n'est pas les États endettés d'Europe qui auront les marges d'investissement. Mais je pense qu'en plus, sur ce qui est que les énergies renouvelables sont intermittentes, je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'on entend beaucoup. Les énergies renouvelables, évidemment, ne fonctionnent pas tout le temps, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'avoir un système énergétique qui utilise des énergies renouvelables. Par ailleurs, il me semble que le pétrole, aujourd'hui, ne sert pas énormément à produire de l'électricité. C'est plutôt pour des véhicules. Vous avez raison. Oui, ce n'est pas énorme dans la part de production d'électricité. Et donc, on a un consensus scientifique pour nous dire que des systèmes à 100% d'énergie renouvelable, c'est possible. On a des pays qui y sont. Et par ailleurs, entre 0% et 100%, on a quand même pas mal d'étapes. Je vais vous dire, c'est pas le pétrole, c'est le charbon qui produit de l'électricité. Et la demande en charbon n'a jamais été aussi haute qu'en 2023. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la réalité de ce qui se passe au plan de l'économie, c'est pas de l'incantation. Mais une date de sortie du charbon, pour le coup, il y en a eu. Oui, et puis sur le pipeline des projets de charbon et de gaz naturel, on a diminué de moitié sur les dernières années. Donc on est sur une dynamique. Non, mais s'il n'y a pas d'anticipation en termes de politique énergétique, vous direz toujours que c'est des incantations. Le but, c'est de préparer l'avenir, et justement... Je comprends très bien ce que vous dites, mais aujourd'hui, la technologie ou le substitut technique et économique au charbon, malheureusement, et au pétrole, malheureusement, n'est pas vraiment là. Mais et le donc, charbon, ça fait des années qu'on est en train d'en sortir, enfin. Et on en sort, mais la production est maximale. Et les projets sont de moins en moins importants. Oui, mais aujourd'hui... Pour ce qui est des technologies et de créer les conditions économiques, c'est des politiques qui nous font ça. Les énergies renouvelables sont les moins chères aujourd'hui, et c'est parce qu'on investit dedans il faut parler à la Chine. Des décennies. Il faut parler à la Chine, parce que la Chine produit l'électricité avec le charbon. Et si la Chine produisait de l'électricité avec du gaz naturel, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre serait résolue. Raphaël Bourreau. Alors, le charbon émet 2 fois plus de CO2, effectivement, que le gaz naturel. Mais la Chine est le pays de tous les paradoxes. Certes, elle consomme beaucoup de charbon pour son électricité, mais elle investit énormément dans les renouvelables, avec un État stratège... tel qu'il est en termes d'investissement. Et il ne faudrait pas aujourd'hui se dire on dépend en termes de géopolitique de l'énergie des pays pétroliers et ne pas anticiper que demain on risque de dépendre des pays qui détiennent des minerais et des métaux critiques pour les voitures électriques et les panneaux photovoltaïques. Donc si on n'anticipe jamais les futures dépendances, vous allez toujours nous dire, voyez, on ne peut plus rien faire. Donc la politique climatique, c'est aussi de l'anticipation et de la coopération. Justement, on va parler d'anticipation. On va sortir des États-Unis, puisqu'il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on entend exploiter de nouveaux champs de pétrole. La France produit sur son sol 1% de sa consommation. Le principal gisement se trouve dans les Landes, près de Bordeaux. Et on compte bien y exploiter de nouveaux puits d'ici à 2040, date limite fixée par la loi. Reportage de nos confrères de France 2. Un puits de pétrole sous un ciel azur. Nous ne sommes pas au Texas, terre des hydrocarbures, mais dans les Landes.
À 80 km de Bordeaux, le lac de Parentis en Borne abrite le plus grand champ de pétrole découvert en France métropolitaine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller prendre un échantillon sur le puits. Ces opérateurs viennent faire un prélèvement. Sur moi, c'est du pétrole, voilà, avec une petite composante mélangée avec de l'eau. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se ségréguer. Le pétrole va rester en haut. Pour extraire l'hydrocarbure, il faut près de 3 km de tubes en acier qui doivent être régulièrement changés. Des opérations complexes à l'aide de cette immense barge. Coût de cette réparation, 12 à 13 millions d'euros par an. Produire du pétrole reste pourtant rentable. En ce moment, on est au-delà des 90 $ le baril. Voilà. Nous, notre coût d'exploitation, il tourne aux alentours de 50 $ le baril. Donc là, avec des prix du brut qui sont soutenus depuis déjà quelques mois, c'est vrai que ça permet de dégager de bonnes marges. La production pétrolière de la France représente 1% de sa consommation. Et il reste de l'or noir dans le sous-sol français que cette entreprise compte bien exploiter jusqu'en 2040, date limite fixée par la loi. Elle a d'ailleurs déposé une demande pour 8 nouveaux forages à 40 km de là, afin de préparer l'avenir, affirme la dirigeante. On est obligé de toute façon de pouvoir continuer notre cœur d'activité pour financer ces travaux de recherche. Nous les faisons sur nos fonds propres. Donc ce qui veut dire qu'on est obligé de prendre une partie de nos bénéfices afin de les aiguiller sur nos travaux de recherche et développement pour cette transition. Une transition en partie amorcée. Grâce à l'eau issue du gisement à plus de 60 degrés, l'entreprise chauffe la serre voisine. L'eau chaude arrive par ce tuyau, puis circule dans ces rails, tout le long de ces rangs, 110 rangs, sur une centaine de mètres, jusqu'au bout de la serre. 1600 tonnes de tomates cerises récoltées chaque année. La priorité, c'est ramasser vraiment les tomates très, très rouges. C'est grâce à ce chauffage 100% gratuit que cette serre s'est installée dans la commune. Il y a aussi toute une création d'emplois, tout un bassin. Nous, on est sur 280 ETP. Donc sans les serres, on n'aurait pas ces emplois créés. 280 emplois qui s'ajoutent aux 450 postes directs et indirects créés par l'activité pétrolière. Et le pétrole rapporte aussi à la ville. On touche la redevance des mines, donc c'est environ entre 250 et 300 000 euros par an. Mais c'est aussi au niveau associatif, puisqu'ils injectent dans le tissu associatif environ à peu près 15 000 euros par an. Mais pour ce défenseur de l'environnement, investir dans les énergies fossiles en 2023 est un non-sens. Nos territoires méritent mieux que ces activités du passé. On a besoin des emplois d'avenir sur les énergies renouvelables, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la transition écologique. Et donc la mobilisation doit être générale. Et surtout pas en continuant ou en amplifiant des activités qui sont climaticides. L'an dernier, l'entreprise a réalisé 51 millions d'euros de bénéfices nets. Jean-Louis Chilansky, comment analysez-vous ces projets de nouveaux puits de pétrole en France? C'est quoi? C'est une manière d'optimiser la production, de prolonger l'outil de travail, de financer la transition, ou est-ce une hérésie? Non, c'est essentiellement continuer à exploiter ce qui existe. Et donc, cette entreprise, qui est une entreprise canadienne, en fait, a ses gisements en France et les exploite. C'est une toute petite exploitation, c'est 1% de la production française. De toute façon, en France, par une loi de 2017, je crois, l'exploration est interdite. À partir de 2040, il n'y aura plus de... Non, ça c'est autre chose. Ouais. En 2040, il n'y aura plus de production. Mais dès à présent, on n'a pas le droit de rechercher des nouvelles sources de pétrole en France. Donc le pétrole en France, c'est fini en quelque sorte. Hein. Cette loi interdit de nouvelles sources d'exploitation. Là, il s'agit simplement de continuer à exploiter ce qui existe, d'optimiser la production et d'arrêter, comme on vient de le dire, en 2040. Raphaël Bourremont, les écologistes et les ONG voudraient que les compagnies arrêtent d'investir dans de nouveaux projets pétroliers, voire se désengagent des projets existants. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est viable économiquement? Déjà, il n'y a pas de problème de ressources, il y a un problème d'allocation des ressources. C'est clair que si vous continuez à investir dans les énergies du passé au lieu de développer les moyens et les technologies et infrastructures décarbonées, on ne va pas y arriver. Mais des ressources, il y en a. Il faut pouvoir bien les arbitrer au niveau public et privé. Et les banques aussi ont un rôle à jouer, c'est-à-dire la finance privée, puisque les investissements banquiers sont très orientés sur les fossiles, les assurances aussi. Et maintenant, vous avez des assurances qui vous disent « Ah ben, on ne va plus assurer tel dommage climatique parce qu'on va vous laisser sans filet de sécurité, c'est trop risqué. » Après avoir sponsorisé, financé et assuré les activités polluantes.
Donc on est dans une contradiction qui est insoutenable. Alors ce jeudi, Total Energy a publié ses résultats pour le 3e trimestre. Le Français a enregistré un résultat net de 6,5 milliards de dollars, en baisse de 35% par rapport au 3e trimestre 2022, année qui avait été marquée par la flambée exceptionnelle des cours du gaz et du pétrole. Dans son communiqué, le groupe affiche une croissance de production de pétrole et de gaz de 5% sur un an, grâce notamment au démarrage de plusieurs projets pétroliers au Brésil ou en Irak, tout en poursuivant des investissements dans l'électricité bas carbone, et annonce à ses actionnaires la distribution d'un 3e acompte sur dividendes en hausse de plus de 7% par rapport à 2022. Jean-Louis Chilansky, Total en fait-il assez pour le renouvelable? En fait-il trop pour ses actionnaires? Alors, oui. Total en fait beaucoup en matière de renouvelable. Ça a été la première compagnie pétrolière à investir massivement dans le solaire, notamment aux États-Unis. Ils investissent également dans les éoliennes en mer du Nord. Donc, par rapport aux entreprises américaines dont on venait de parler tout à l'heure, Total est certainement beaucoup plus orienté vers les renouvelables que les autres. En fait-il assez pour atteindre cette fameuse neutralité en 2050? Si vous voulez, assez, c'est une question qu'il faut poser au management de Total. C'est une entreprise économique qui voit l'avenir et prépare l'avenir avec les renouvelables. Ils en font assez en fonction des opportunités, des possibilités qu'ils ont. C'est une question extrêmement difficile de dire est-ce qu'ils en font assez, ça dépend de où vous vous placez. En tous les cas, Total en fait beaucoup, et beaucoup plus que les autres. Alors, lors des universités d'été du MEDEF, c'était fin août, son patron, Patrick Pouyanné, expliquait que du fait de la baisse des rendements des puits en exploitation, sans investissement, la production serait insuffisante pour satisfaire la demande et il s'en suivrait une explosion des cours du pétrole. Est-ce réaliste? Est-ce excessif? Les investissements qu'ils font maintenant, de toute façon, c'est pour exploiter du pétrole pendant au moins 20 ans. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à régler le problème du réchauffement climatique. Donc, il y a une orientation stratégique et un changement de business model à adopter. Hein. Je veux dire, ça, c'est évident pour les pétroliers. On tourne autour du problème qui est le problème de la demande. Vous avez une demande. Comment est-ce que vous satisfaisez cette demande? La demande, ça n'a jamais été un bloc. Et les compagnies sont devant cette demande. Et ce que dit Pouyanné, c'est de dire si j'investis pas dans de nouveaux puits pour compenser le déclin des puits existants, le prix du pétrole va exploser, et ça ne sera pas $90 le baril, il sera $150 le baril, et à ce moment-là, on sera devant une explosion économique et sociale. Sur la demande, lors de l'hiver dernier, on a eu d'énormes problèmes sur l'approvisionnement en gaz naturel. En Europe, on a réussi à baisser notre demande de 15% à court terme. Donc il y a des alternatives. Tout ça pour dire que la demande, ça diminue, ça existe. Ensuite, pour ce qui est du business model des majors pétrolières, je pense que c'est intéressant de savoir que le monde des énergies renouvelables, il ne fonctionne pas de la même façon que le monde des énergies fossiles. Il ne s'agit pas d'avoir quelques marchés mondiaux avec un prix assez volatile, très sujet aux variations géopolitiques. On est sur des énergies qui se transportent moins bien, mais qui sont disponibles un petit peu partout. Et donc on est sur un monde différent, où on fait des profits différents, probablement plus faibles. Et donc, il s'agit de transformer en profondeur cette industrie. Oui, le problème, c'est de savoir si ces énergies renouvelables sont compétitives. Et bien, c'est les énergies les moins chères aujourd'hui. Savoir si elles sont compétitives par rapport au gaz naturel pour l'électricité, ce qui n'est pas le cas. Pas compétitives par rapport au charbon, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est une contradiction économique devant laquelle on est, et qu'il est difficile de résoudre, qu'il faut résoudre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut continuer, mais il faut résoudre ces contradictions qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord, en fait. Enfin, aujourd'hui, quand on veut construire une centrale électrique, le moins cher, c'est du renouvelable. Ce n'est pas du charbon, ce n'est pas du gaz naturel. Alors, selon Greenpeace, la multinationale participe à 33 méga-projets pétroliers et gaziers qualifiés de bombes climatiques. Total en fait-il trop, encore, pour les hydrocarbures? Total répond à la demande. C'est aussi simple que ça. Ils voient une demande de pétrole qui est ce qu'elle est, et donc ils investissent pour répondre à cette demande. Par ailleurs, ils prennent des actions long terme dans l'éolien, dans le solaire, depuis très longtemps. Total est dans le solaire depuis plus de 12 ou 13 ans. Donc, est-ce qu'ils en font assez? Ça, c'est une question à laquelle... En tout cas, le changement aussi n'est pas à attendre. Il n'est pas non plus à attendre du côté de la Russie, qui prévoit un budget en hausse de 22% en 2024, financé notamment grâce à ses revenus gaziers et pétroliers.
La Russie qui continue donc à écouler son pétrole. On voit aussi des pays africains qui misent sur de futures explorations pour se développer. On en est encore loin quand même de la fin du pétrole. Non seulement... le problème, c'est que même l'Europe s'est trompée. C'est-à-dire que quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Europe a cru qu'il fallait se dépendre moins des hydrocarbures russes, alors qu'il fallait globalement décarboner l'économie européenne. Le but, ce n'était pas de changer une dépendance à l'égard du pétrole russe ou du gaz russe par une dépendance à l'égard du GNL américain ou du GNL du Qatar. Donc même l'Europe, dans sa quête de puissance climatique, se trompe de combat. L'indépendance et la souveraineté énergétique, c'est la capacité justement à développer des énergies qui seraient plus locales et davantage décarbonées. Si la part des énergies fossiles recule, elle reste encore largement dominante, au-dessus de 80% aujourd'hui. Inès Boissida, en guise de conclusion, à quand la fin des énergies fossiles en 2040, en 2050, en 2100 L'AIE nous parle d'un pic à 2030. Je vais garder cette date en tête. Je pense que la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour baisser les énergies fossiles. Et il faut qu'on le fasse le plus vite possible. Oui, on a compris que vous n'étiez pas d'accord sur le calendrier, en tout cas sur le rythme de la transition énergétique. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On en vient au financement de cette coûteuse et douloureuse planification écologique. Et si les riches étaient davantage mis à contribution? C'est l'une des propositions de l'Observatoire européen de la fiscalité. Comme pour les multinationales, son rapport publié ce lundi préconise de mettre en œuvre un impôt minimum sur les grandes fortunes. Explication. Les milliardaires ne paient pas leur juste part. C'est le constat de l'Observatoire européen de la fiscalité. Selon son dernier rapport, les plus grosses fortunes mondiales ont des taux d'impôt effectifs inférieurs à 0,5% de leur patrimoine. La raison, l'utilisation fréquente de sociétés écrans pour échapper à l'impôt sur le revenu. Pour y remédier, l'Observatoire préconise la mise en place d'un impôt minimum mondial de 2% prélevé sur le patrimoine. De quoi récolter jusqu'à 250 milliards de dollars par an auprès des 2700 milliardaires que compte la planète. L'Observatoire prévient, obtenir un accord international prendra des années et de s'appuyer sur des avancées récentes comme la levée du secret bancaire. La situation est contrastée. Il y a eu des vrais progrès qu'il faut célébrer. C'est la réduction effectivement de la fraude fiscale offshore, c'est-à-dire de la dissimulation des patrimoines dans les paradis fiscaux, qui a été permise par une nouvelle forme de coopération internationale, l'échange automatique d'informations bancaires en vigueur depuis 2017. Le rapport insiste, l'injustice en matière de fiscalité creuse les inégalités, érode la confiance et constitue ainsi un risque pour la démocratie. Quentin Parinello, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller politique à l'Observatoire européen de la fiscalité et co-auteur de ce rapport. Des milliardaires qui échappent à l'impôt via des sociétés écrans, comme vient de l'expliquer ce reportage. Comment ça marche? Ces pratiques sont-elles légales, illégales ou entre les deux? Expliquez-nous. Effectivement, si vous parlez à un avocat, on a souvent deux définitions. On a du coup la fraude fiscale d'un côté qui est illégale et l'optimisation fiscale de l'autre côté qui est légale avec une limite très claire au milieu. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Il y a un continuum entre la fraude d'un côté et l'optimisation de l'autre. Il y a cette zone grise au milieu, cette évasion fiscale. Et le rôle du politique, c'est de réduire de plus en plus cette zone grise pour savoir ce qui est légal et ce qui est illégal. Et de fait, cette limite, elle est mouvante. En ce qui concerne les milliardaires, ce que dit le rapport, c'est qu'effectivement, quand on est tout en haut de la distribution, c'est très facile de structurer son patrimoine de manière à ne générer aucun revenu taxable. Ils le font notamment en utilisant des sociétés écrans et avec une utilisation de leurs sociétés écrans qui est typiquement dans la zone grise, c'est-à-dire qu'on a une utilisation des sociétés écrans qui n'a aucune espèce d'activité économique réelle. C'est simplement pour parquer des montées de dividendes. Et dans ce cas-là, ça peut pour certains être de la fraude fiscale, pour d'autres c'est débattable. En tout cas pour nous, la question elle n'est pas là. La question elle est de se dire que c'est pas tenable sur le fond d'avoir des milliardaires qui payent proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population. Et donc on demande cet impôt minimum sur les milliardaires. L'échange automatique d'informations bancaires qui a été instauré il y a 6 ans dans une centaine de pays a permis de lutter contre la dissimulation d'avoirs dans les paradis fiscaux. Mais visiblement, ça n'a pas été suffisant face à ces montages. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? C'est un grand progrès et il faut le dire, il faut le célébrer. Ça montre que c'est possible de lutter contre certaines formes d'évasion fiscale. Donc, depuis 2016-2017, les banques sont tenues de transmettre aux autorités fiscales les informations sur les comptes offshore. Ce qu'on voit, c'est que ça a diminué par 3 la part des comptes offshore
non taxés. Ce qu'il se passe à côté, c'est deux choses. Premièrement, il y a des failles dans ce dispositif. Il y a certains actifs qui ne sont pas couverts. Il y a certaines banques qui jouent pas forcément le jeu. Et puis surtout, en fait, il y a un changement d'approche par les plus fortunés qui notamment n'ont plus recours nécessairement au montage offshore. Ils s'adaptent, tout à fait. Et en fait, ils utilisent des dispositifs qui existent pas forcément dans les paradis fiscaux. Des milliardaires français qui payent beaucoup moins d'impôts que le reste de la population française. Ils n'ont plus besoin d'aller en Suisse, ils n'ont plus besoin d'aller au Caïman pour payer beaucoup moins d'impôts. Et donc, ça veut aussi dire qu'on a des marges de manœuvre pour progresser, y compris en France, sur ce sujet. Alors, parmi vos propositions, on l'a dit, vous proposez la mise en place d'un impôt minimum, à l'image de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des entreprises qui a fait l'objet d'un accord international dans le cadre de l'OCDE fin 2021. Le problème, c'est qu'une série de niches et d'exonérations ont dénaturé quelque peu cet impôt mondial. Comment, si cette taxe voit le jour, comment faire en sorte qu'elle soit effective et qu'elle ne soit pas édulcorée ? C'est une très bonne question. Alors, ce qu'on dit sur l'impôt minimum sur les multinationales, c'est que l'objectif initial, il est révolutionnaire. C'est la première fois qu'on a 140 pays qui se mettent d'accord sur un taux d'impôt minimum que devraient payer les multinationales. Il y a des trous dans le plancher qui ont été compris des fois adoptés après l'accord de 2021, qui vont diviser le rendement par deux, qui pourraient y compris faire en sorte que les multinationales puissent continuer à payer moins de 15% d'impôts. Sur les milliardaires, les questions elles sont un tout petit peu différentes. Donc effectivement, ce qu'on dit, c'est ce qu'on a fait avec les multinationales, faisons-le avec les milliardaires, 2% sur leur patrimoine. Les questions à se poser sont les suivantes. Qu'est-ce qu'on fait s'ils partent ? Donc, on propose la mise en place d'un dispositif anti-exil fiscal. Si vous partez dans un paradis fiscal lorsqu'il y a un impôt sur la fortune, sur un impôt minimum de 2%, vous continuez à payer des impôts dans le pays où vous avez grandi, vous avez passé des années. Qu'est-ce qu'on fait s'ils cachent leurs avoirs dans les paradis fiscaux ? Grâce à la fin du secret bancaire, il y a beaucoup de progrès. Donc, on utilise les informations qui ont été mises en place par le secret bancaire. Mais oui, évidemment, la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir l'ensemble des pays qui se mettent d'accord. On n'est pas naïf, ça prend du temps. Ce qu'on dit, c'est qu'idéalement, il faut un accord international. Si ça ne marche pas, certains pays peuvent avancer de manière unilatérale ou collégiale. Sachant que, du coup, il y a un G20 qui commence au Brésil dans quelques semaines, dans quelques mois, que le Brésil est intéressé par ce sujet. Ce matin, chez vos confrères de France Inter, il y a Thomas Cazenave, ministre du Budget français, qui a également montré son intérêt. On voit que la discussion commence à prendre sur le sujet. Alors on voit que si les riches payent proportionnellement moins d'impôts, certains milliardaires disent vouloir en payer plus un peu partout, aux États-Unis ou même en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces appels de milliardaires ? C'est un bon signe. Ça montre que la situation n'est pas tenable, y compris par ceux qui aujourd'hui payent très peu d'impôts. C'est-à-dire que lorsque les plus riches dans notre société payent proportionnellement moins d'impôts que les autres, ça exacerbe les inégalités, ça érode la démocratie, c'est pas tenable sur le long terme. Alors certaines grosses fortunes, on le sait, souvent préfèrent payer de l'argent, choisir là où ils mettent de l'argent, préfèrent de la philanthropie à payer des impôts. C'est quoi la différence ? La difficulté avec la philanthropie, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est pas le résultat d'un choix démocratique. C'est-à-dire que demain, si on compte uniquement sur la philanthropie, si un milliardaire ne veut pas financer l'hôpital ou l'éducation, on est bien marié, quoi. On n'a pas grand-chose à faire. Elle n'est pas capable de limiter les inégalités. C'est pas ça qui va permettre un investissement suffisant dans la transition bas carbone et dans la lutte contre les inégalités. Merci beaucoup Quentin Parinello. Je rappelle que vous êtes conseiller politique à l'Observatoire européen de la fiscalité. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. L'information continue sur France 24.